à la page de Canva pour continuer pour passer les slides. Ça. D'accord. J'arrive pas à le faire depuis Chrome. Ah, c'est vrai. C'est bon? Ok. Donc, bonjour, bienvenue à vous tous. Je me présente, je m'appelle Myriam Kishbal. J'ai travaillé avec Mamadou à Groupe La Poste en tant que data scientist. Et aujourd'hui, Mamadou m'a invité pour faire une présentation sur les séries temporelles. Donc, je vous remercie de vous présenter aujourd'hui. Pour faire cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par définir les séries temporelles et donner certains exemples. Puis, je vais parler de la décomposition des séries temporelles. Ensuite, je vais aborder les types de séries temporelles, univariées, multivariées. Puis, je vais parler de la stationnarité, qui est une notion très importante dans le domaine des séries temporelles. Après, je vais parler de la différenciation, qui permet de rendre une série temporelle stationnaire. Puis, je vais introduire les modèles traditionnels de prédiction de time series, comme l'ARIMA et SARIMA. Et ensuite, je vais parler de modèles de deep learning et à la fin, une conclusion. Donc, série temporelle, c'est quoi? Une série temporelle, c'est une suite d'informations qui représente la progression d'un phénomène au fil du temps. Par exemple, la température est une donnée temporelle parce que la température est liée à la notion du temps. L'étude des séries temporelles est très importante parce que c'est pas que du technique, mais ça permet aux responsables et aux dirigeants d'étudier les tendances passées et les tendances actuelles pour tirer des conclusions et prendre des décisions. Et ça aide aussi à l'optimisation des stratégies opérationnelles. Les séries temporelles sont utilisées dans divers domaines. Par exemple, la vente des produits. Donc, la vente des produits, quand on étudie la vente des produits au fil du temps, ça permet aux sociétés d'anticiper leur production et de s'organiser au niveau employé, de savoir combien d'employés nécessaires pour traiter les ventes, aussi de planifier leur stock. Donc, c'est très important. On a aussi l'étude temporelle, donc dans le domaine météorologique, la prédiction des conditions climatiques. C'est important pour nous tous, pour l'agriculture. Ça permet d'anticiper les phénomènes, les catastrophes naturelles. Et ça nous aide aussi, nous, les citoyens, pour savoir, pour se planifier si on veut organiser une sortie, pour savoir comment on va s'habiller, par exemple. L'étude des séries temporelles est très utilisée aussi dans le domaine financier, dans le secteur banquier, notamment pour la détection d'anomalies, parce que ça permet de voir et d'étudier les comportements. Pardon. Ça permet d'étudier les comportements inhabituels dans les données transactionnelles et comme ça anticiper les fraudes et se protéger contre les fraudes. Vous me suivez jusque-là? Oui, on te suit très très bien. C'est très bien. Ok. Donc là, je vais vous montrer des exemples concrets de séries temporelles et comment ils sont modélisés, parce que la première étape est de modéliser la série pour voir son allure et à quoi elle ressemble. En haut à gauche, on a le fameux dataset
passengers, le nombre de passagers qui ont pris l'avion entre janvier 1949 et décembre 1960. Donc, voilà, donc c'est juste pour montrer qu'il y a une variété de séries temporelles, ils ne sont pas modélisés de la même manière. Ça dépend des données. Donc, ici, dans Airline Passenger, on remarque une tendance. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est croissance, c'est ça? Donc, Mamadou, qu'est-ce que tu remarques? Oui, effectivement, on remarque des croissances. Donc, on va de 1950 jusqu'à 1960. Et disons, il y a des croissances. Et voilà. Mohamed Les Lamine, croissants, est-ce que vous pouvez désactiver votre caméra, s'il vous plaît? moi, Non, 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 c'est pas toi. Je parle d'un participant. Il s'appelle Mohamed Lamine. Voilà. C'est bon, tu peux continuer, Myriam. donc l'augmentation qui est logique parce qu'au fil du temps, le nombre des gens qui prennent l'avion a augmenté. Et aussi, on remarque une certaine, des motifs périodiques qui se répètent à des périodes régulières. Donc, il y a aussi une certaine saisonnalité. Nous avons à droite le trafic SNCF, c'est le nombre des voyageurs chez les SNCF. Je pense que c'est les années 64 jusqu'à 69, c'est le nombre mensuel. Donc là aussi, on remarque des pics récurrents qui correspondent à des périodes spécifiques de l'année. Donc ça peut être les vacances, par exemple, des événements spéciaux. Mais si on voit bien, il n'y a pas une tendance croissante ou décroissante comme la première. Nous avons aussi en bas un autre type de série temporelle. Et là, il s'agit des données financières. Et ça, c'est un bon exemple pour illustrer la volatilité dans le marché financier. Si vous remarquez, il y a beaucoup de fluctuations et volatilité. Et ça, ça peut être les fluctuations peuvent être influencées par plusieurs raisons économiques, politiques ou sociaux. Donc voilà, pour bien comprendre, donc ça c'est des exemples illustrés de différents types de séries temporelles. Il y en a plusieurs bien sûr. Maintenant, on va parler de la décomposition de séries temporelles. Pour la décomposition, donc une série temporelle, pour bien la comprendre, on peut la décomposer. Elle peut être décomposée en trois composantes principales. Donc, on a la tendance, la saisonnalité et le bruit ou l'erreur. Donc, la tendance, elle représente l'évolution à long terme de la série. Ça peut être croissant, décroissant. Donc, comme on a vu là pour Airline Passenger, il s'agit d'une tendance qui est croissante. Ensuite, nous avons la saisonnalité. Donc, dans le domaine de séries temporelles, la tendance est notée par T, un grand T, la saisonnalité, un grand S. La saisonnalité correspond à un phénomène périodique de périodes identifiées. Donc, c'est des motifs récurrents qui se reproduisent à des intervalles réguliers. Ensuite, ce qui reste, ce qui n'a pas été extrait par la saisonnalité et par la tendance, c'est les résidus. Donc, après extraction de tendance et de saisonnalité, on a un bruit qui reste. Donc, ça s'appelle résidu ou une erreur. En fait, quand on dépose une série temporelle, on n'aura pas toujours ces composantes, vous voyez. Donc, on peut avoir saisonnalité et erreur. On peut avoir juste une erreur, l'erreur sans avoir la saisonnalité ni la tendance. Ça dépend des données, comment ils sont présentés. Mais en général, c'est ça les composantes qui composent une série temporelle. Et cette décomposition peut être additive ou multiplicative. On peut écrire, supposons que notre série temporelle s'appelle x de t à l'instant t. On peut l'écrire, la décomposer d'une manière additive, c'est-à-dire
tendance à l'instant T, plus saisonnalité à l'instant T, plus erreur à l'instant T. Ou on peut l'écrire d'une manière multiplicative. Donc, x de t égale t de t fois multiplié par la saisonnalité et par l'erreur. Là, je vous donne un exemple. Donc, j'ai pris la série Airline Passenger parce que voilà, c'est un exemple facile à comprendre et il est très utilisé dans les présentations. Donc, j'ai fait une décomposition en utilisant Python. Pour faire la décomposition, on peut utiliser sur Python, on peut utiliser la fonction season decompose. Donc, cette fonction, elle est déjà prédéfinie dans la bibliothèque StatsModel, donc, qui est une bibliothèque très utilisée pour les séries temporelles. Tout en haut, on remarque voilà, la série temporelle, les observations au fil du temps. Donc, c'est tous les mois. Donc, on a des observations tous les mois. Puis, la décomposition, ça, c'est une décomposition multiplicative que j'ai fait. Donc, ça a donné le premier élément qui est une tendance. On voit bien que l'allure est croissante. Puis, nous avons la saisonnalité, donc des motifs qui se reproduisent. Donc, ça, c'est normal puisque on a des périodes où il y a plus des gens qui prennent l'avion, par exemple les vacances, l'été, et à des périodes où il y a une chute dans les nombres de passagers par avion. Et ce qui reste, c'est le bruit. Voilà. Et là, je vais vous parler de types de séries temporelles. Les deux principaux types, on a les séries univariées et les séries multivariées. Les séries univariées, c'est l'étude d'une seule variable en fonction du temps. Par exemple, Airline Passenger, c'est une série qui est univariée parce qu'on a on étudie une seule variable qui est le nombre de passagers par mois, le nombre de passagers qui ont pris l'avion au fil du temps. Un autre type, c'est les séries multivariées et en pratique dans les entreprises, on trouve plus des séries multivariées parce qu'il y a plusieurs variables à étudier. On n'a pas une seule variable. Donc, multivariées, nous avons plusieurs variables qui évoluent en fonction du temps, bien sûr, et qui interagissent entre elles. Là, j'ai donné un exemple du dataset Air Quality, la qualité de l'air. Donc, pour étudier la qualité de l'air, ça ne dépend pas juste de ses valeurs précédentes, mais ça dépend également d'autres données qui représentent l'environnement, d'autres données qui représentent les polluants, la température. Donc, la valeur XT de la qualité de l'air à l'instant T dépend de ses précédentes valeurs plus plus les valeurs précédentes des autres variables. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Ouais, Donc c'est là, bon. on arrive à une hein? Là, on arrive à une notion très, très importante. Oui. Vas-y. T'inquiète, vas-y. Okay. Donc là, on arrive à une notion très importante dans les séries temporelles qui est la stationnarité. Une série temporelle est considérée comme stationnaire si ses propriétés statistiques telles que la moyenne, la variance, l'espérance ne varient pas avec le temps. Là, j'ai donné deux exemples. Un exemple, le graphique vert, qui illustre une série stationnaire. Donc, on remarque dans le le graphique rouge qui illustre une série non stationnaire. À votre avis, quelle différence vous remarquez entre les deux? Quelles sont quelle est la différence qui a attiré votre attention entre les deux graphes? Vous pouvez répondre, hein. Vous pouvez activer votre micro et répondre si vous voulez.
Tu sais, Mamadou, moi, j'ai pas accès, parce que là, je regarde sur Canva. Mhm. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, tu vois, Oui, oui, sur le... s'il y a des questions, je vais te les poser. Moi, je réponds même à certaines personnes. Euh, D'accord. je pense que, voilà, euh, quelle est la différence entre les deux? Il y a Ibrahim Kaba qui veut répondre. Vas-y, Ibrahim. Particulièrement, moi, je remarque que la courbe, le graphe en vert Hmm? a une évolution qui est constante et celui en rouge, différemment du vert, a une évolution qui est croissante. Ok, Ouais. merci Oui, beaucoup. Et ce qui est visiblement vu. Ouais, Ouais, c'est ce merci qu'on peut beaucoup. remarquer. Ouais, merci en vraiment, fait, merci. c'est ça. Oui, sur le graphique vert, on remarque que les oscillations se manifestent avec une amplitude constante et une fréquence régulière. Donc, ça varie, les oscillations, ça varie autour d'une seule valeur. Par contre, en revanche, le rouge montre une série non stationnaire où l'amplitude et la fréquence des oscillations changent au fil du temps. Donc voilà, la stationnarité est importante parce que pour les modèles statistiques de prédiction de séries temporelles qui ont été utilisés depuis les années 1960, pour étudier ces modèles, il faut que la série soit stationnaire. Donc c'est pour ça qu'on étudie cette notion pour voir si la série est stationnaire. Et sur Python, on a des tests qui permettent de vérifier si une série est stationnaire ou pas. Parmi ces tests, on a Dickey-Fuller. Donc, il est implémenté en Python, pas de problème. Alors, par exemple, là, j'ai pris, si vous vous rappelez de l'exemple de Airline Passenger. Donc, j'ai pris la série de passagers en avion, le nombre de passagers en avion, et j'ai appliqué sur cette série le test Dickey-Fuller pour voir s'il est stationnaire. Alors, pour savoir s'il est stationnaire, donc, qu'est-ce qu'il fait ce test? Il prend une hypothèse nulle qui dit comme quoi, par exemple, la série il n'est pas stationnaire. Il essaye de prouver ou de rejeter cette hypothèse nulle. Donc, comment on va savoir? Par exemple, là, on a p-value, la valeur p, est très grande. Donc, elle dépasse 0,5. Donc, quand on a p-value plus que 0,5, donc on n'a pas assez de preuves pour rejeter la valeur nulle. Et effectivement, donc, on ne peut pas rejeter la valeur nulle. Donc, la série est non stationnaire. Et c'était bien clair parce qu'on a vu que les oscillations ont une amplitude et une fréquence qui varient avec le temps. Donc, la série est bien non stationnaire, la série passager aérien. Mais c'est possible c'est possible de rendre cette série stationnaire en utilisant la différenciation. Donc, la différenciation signifie qu'à l'instant T, la valeur de la série à l'instant T, on soustrait la valeur de la série, de la variable à l'instant T, par ses précédentes variables. Donc, c'est ce que. Et on peut choisir l'ordre qu'on veut. Soit on fait delta de t égale xt moins xt moins 1, ou xt, ou delta de t égale xt moins xt moins 1 moins xt moins 2. En fait, ça dépend à nous de choisir l'ordre de différenciation. Mais il y a aussi des moyens, des techniques qui permettent de trouver l'ordre idéal, donc combien de décalage de différenciation on va utiliser. Donc là, j'ai pris juste simple, j'ai pris une première différenciation, j'ai fait x de t égale x de t moins 1, donc j'ai fait la valeur présente de la série moins sa valeur précédente, c'est tout. Et j'ai obtenu le graphe à gauche. Donc on voit bien que on a quelque chose, on a des oscillations autour de zéro, autour d'une seule valeur,
mais il y a toujours une certaine tendance. Alors, après avoir fait cette différenciation, j'ai appliqué le test Dickey-Filler pour voir si la série est toujours stationnaire, est toujours non stationnaire. Donc là, vous voyez le p-value, c'est 0,05. C'est la limite, quoi. Donc voilà, si on fait plus de différenciation, on aura moins que 0,05 et on peut considérer que la série est devenue stationnaire. Est-ce que ça va? Oui, ça Allô? va. C'est très clair, Alors, c'est bien. Ouais. là, je vais parler des modèles statistiques utilisés pour les prédictions des séries temporelles. Nous avons le modèle ARIMA, le plus connu, le modèle qui est utilisé pour les séries univariées. Ce n'est pas pour les séries multivariées, c'est pour les séries univariées, quand on a une seule variable qu'on étudie en fonction au fil du temps. Donc, ARIMA, qui est un acronyme signifiant Autoregressive Integrated Moving Average. Donc, c'est une combinaison de trois variables. On a le modèle A. Donc, dans le modèle ARIMA, il y a trois modèles. Il y a le modèle AR, autorégressif. Il y a I, l'intégration. Il y a le Moving Average, MA, qui est la moyenne mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autorégressif? Autorégressif, elle consiste à dire que la série à l'instant T est une combinaison linéaire de ses précédentes valeurs, c'est-à-dire xt égale xt-1, xt-2, xt1, jusqu'à un certain n. C'est à nous de choisir combien de décalage on veut utiliser. Pour I, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la différenciation. C'est ce qu'on vient de voir. Ça correspond à la différenciation, donc soustraire la valeur actuelle par ses valeurs précédentes. Et pour la moyenne mobile, moving average, il dit que à l'instant T, que la série à l'instant T est une combinaison linéaire de ces erreurs précédentes. Si vous vous rappelez, nous avons vu dans la décomposition qu'il y a une certaine erreur dans la décomposition des séries temporelles. Donc, le moving average, il prend juste la combinaison linéaire des erreurs précédentes pour présenter la série à l'instant T. Ça va? Et on peut utiliser le AR tout seul, le modèle AR tout seul. On peut utiliser le modèle MA, moyenne mobile tout seul. Et on peut utiliser la RIMA ensemble. Donc, la RIMA, ça fait aussi un modèle, qui est la combinaison de ces trois modèles. Donc, moi, tu as allumé ton micro, non? J'entends des échos. En fait, donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appliqué le modèle ARIMA sur les passagers aériens pour faire des prédictions sur la dernière année. J'ai pris les 12 derniers mois pour faire la prédiction sur la série Airline Passenger qui, si vous vous rappelez, qui n'était pas stationnaire. Donc là, les paramètres que j'ai pris, pour AR, j'ai pris 2, c'est-à-dire j'ai pris la série à l'instant T, qui est en combinaison linéaire de T-1 et T-2, de la valeur de la série à T-1 et de la valeur aussi de la série à T-2. Après, pour la différenciation, j'ai fait une seule différence. J'ai fait x de t, delta de t égale x de t moins t-1. Donc après, pour la moyenne mobile, c'est comme la R, j'ai pris 2. C'est-à-dire l'instant t, la série est une combinaison de l'erreur de ces deux dernières valeurs. Des erreurs des deux dernières valeurs.
Après, donc, on donne ça au Python. Donc, Arima, il n'y a pas de problème, il est implémenté dans la bibliothèque StatModel. Et nous, on choisit juste les paramètres 2, 1, 2, c'est PDQ, c'est ça la notation universelle pour les désigner. Et voilà, la prédiction que j'ai obtenue, si vous voyez, c'est le rouge là. C'est le trait rouge. Donc, on voit qu'il a respecté, l'allure, la tendance. Pardon, oui, c'est ça. Il a respecté la tendance et l'allure de la série. Par contre, il n'a pas bien détecté les saisonnalités. Vous voyez, donc, on regarde qu'il n'a pas bien modélisé les fluctuations saisonnières. Alors, pour améliorer ça, il y a un autre modèle qui est Sarima. Donc, c'est l'Arima, c'est le modèle Arima, avec ajout du terme saisonnière. Donc, ça, c'est ce modèle Sarima, il est très bien utilisé et très bien adapté pour les séries temporelles qui ont une saisonnalité. Parce qu'il y a la partie Arima qui fait la prédiction, il y a la partie S qui prend en charge la saisonnalité et les fluctuations saisonnières. Sur Python, j'ai fait la prédiction avec Sarima aussi. Donc là, si vous voyez, c'est la courbe verte. Donc, j'ai gardé le rouge, il n'y avait que l'Arima. Et là, j'ai fait la prédiction avec Sarima, c'est le vert, c'est en vert. Et c'est aussi pour la dernière année, les 12 derniers mois. Et on voit bien que la prédiction avec Sarima ressemble et est plus proche de la réalité dans cet exemple. Parce qu'il a pris en considération la saisonnalité de la série. Il y a Yoli, Yoli a levé la main, bon, je sais pas. Yoli, si tu as une question, voilà. Bien, tu avais la main levée depuis. Bonjour Yoli. Je pense que tu peux continuer. Ouais. Donc, à part, on a les modèles statistiques, l'ARIMA, SARIMA, le modèle R autorégressif, la moyenne mobile. Il y a aussi les modèles de deep learning parce que depuis que le réseau récurrent se sont développés, depuis l'augmentation de la puissance des calculs des ordinateurs, les réseaux de neurones se sont imposés comme un concurrent sérieux des modèles statistiques pour la prévision des séries temporelles parce qu'ils ont plusieurs avantages. Je fais juste pour les gens qui ne connaissent pas, donc les réseaux de neurones ou le deep learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui cherche à simuler la structure du cerveau humain. Donc nous, les humains, on a des neurones dans la tête. Et les réseaux de neurones ou le deep learning, ils essayent ils s'inspirent de cette architecture qu'on a dans notre cerveau pour faire des neurones qui communiquent entre eux, qui prennent des informations, des données, qui communiquent entre eux. Il y a plusieurs fonctions mathématiques et opérations mathématiques qui se passent pour avoir un résultat à la fin. Donc, l'avantage de deep learning, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une série stationnaire. Donc, même si la série temporelle n'est pas stationnaire, elle est capable de l'étudier et de bien détecter les motifs qui sont dans le passé, de bien détecter là où on avait des informations aberrantes, les événements spéciaux. Donc, les séries temporelles, ils sont très... le deep learning ou les modèles de réseau de neurones, ils sont très forts dans la prévision des séries temporelles parce qu'ils ont la capacité d'étudier un nombre gigantesque de données
Et quand on a une série très grande avec un historique très grand, c'est un avantage pour le deep learning parce que, comme vous savez, quand il y a plus d'informations, l'apprentissage est mieux. Donc, les modèles de deep learning les plus connus pour la prédiction de séries temporelles, on a les réseaux de neurones récurrents, RNN, parce que ces réseaux, ils contiennent une séquence mémoire, ils peuvent mémoriser les informations qui étaient dans le passé. Et on a LSTM. LSTM, c'est aussi un réseau de neurones récurrents. Donc, c'est de la famille RNN, mais c'est un RNN plus développé parce qu'il corrige certains problèmes rencontrés avec les réseaux de neurones récurrents simples. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Nous avons vu l'importance des séries temporelles dans la prise de décision pour les responsables, parce que c'est pas que du technique, c'est pas juste une tâche technique, mais un élément stratégique qui aide les responsables à prendre des décisions et à anticiper leur stratégie et anticiper la gestion de leurs ressources. Nous avons vu les modèles, la stationnarité, nous avons vu le modèle statistique pour la prévision des séries temporelles. Nous avons parlé de deep learning, comme quoi c'est un outil très fort et très puissant pour la prédiction des séries temporelles. Et voilà, c'est un domaine qui est très important et il a beaucoup d'impact dans le business. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.